Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait une numéro 4 dans le suivi psycho du marché crypto, que ce soit lié au pattern de Wyckoff dont on a parlé, etc. Enfin bref, le principe étant de comprendre que quoi qu'il se soit passé ces derniers mois, c'était effectivement très psychologique. Ça l'est toujours d'ailleurs à l'heure à laquelle on se parle. Mais c'est vrai que le voile de l'incertitude commence petit à petit à s'enlever. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'évidemment, comme prévu, on retrouve le sentiment inverse très rapidement, c'est-à-dire que maintenant que ça monte, qu'on soit d'accord, c'est ce que les gens attendaient quand on était en bas et que tout le monde était désespéré, donc maintenant que ça remonte, tout le monde trouve que ça remonte trop vite. Alors donc, on va essayer d'avancer encore une fois et d'ajouter une 4e émission, si ma mémoire est bonne, à cette série spéciale psychologie sur les cryptos, comment éviter de faire des conneries dans la gestion de vos émotions. Effectivement, il a fallu essayer de cadrer au maximum les sentiments quand on était en haut pour pas se chauffer n'importe comment alors qu'il fallait bien penser à prendre des profits partiels, ça avait bien été clair là-dessus, et qu'il fallait surtout pas céder à la psychologie du biais permaboule qui est que les targets étant constamment atteintes, on finit à chaque fois par oublier les prises de profit et repousser à la target suivante pour essayer de maximiser son rendement. Erreur à ne pas commettre évidemment quand les signaux de divergence apparaissent. Bon, ça voulait dire que derrière, on s'attendait à un pullback. Erreur de ma part, j'ai pas vu la pattern de distribution de Wyckoff, ce qui a causé derrière un pullback beaucoup plus profond et volatile que prévu. Donc derrière, une structure de digestion très psychologique, assimilable ou non, encore une fois, à des patterns de Wyckoff. Et le signalement que je vous avais fait, attention à ne pas être formel sur la façon de traiter ces patterns de Wyckoff, mais bien de comprendre que ces patterns ne sont pas des schémas techniques à répéter, mais des schémas psychologiques qui ont des représentations techniques plus ou moins diverses et variées. Donc attention à ne pas copier-coller les patterns de Wyckoff tels que vous pouvez les trouver sur Google Images ou des trucs comme ça, mais bien essayer de raisonner et de comprendre qu'au bout d'un moment, la pattern s'épuise d'elle-même et que là, je vous l'avais dit sur les dernières semaines, on a plutôt des signes d'épuisement du supply que l'inverse. Là, on retrouve des volumes assez conséquents. Attention, la dernière fois qu'on s'est parlé de mémoire, c'était ici, je vous avais dit, il ne faut pas non plus trop s'exciter, les volumes restent relativement faibles. Là, c'est plus le cas. On a clairement des volumes significatifs qui montrent le réamorçage potentiel de la tendance haussière. Donc, c'est pas le moment de repasser bear. On va bien c'est quand même assez dingue de voir effectivement la capacité qu'ont certains débutants dans le marché à se laisser réellement emporter par des sentiments contrarié en permanence. C'est-à-dire que quand ça baisse, vous voulez acheter parce que vous trouvez que ça baisse trop fort, puis d'un coup ça rebondit, c'est ce que vous vouliez à la base, mais ça rebondit trop fort. Donc en fait, à force de vouloir maîtriser le marché, de vouloir qu'il fasse comme vous voulez, quand vous voulez, etc., comme c'est rarement comme ça que ça se passe, vous êtes toujours dans l'opposition au mouvement de marché. Et surtout, en tout cas, votre psychologie se met en face. Donc, rassurez-vous, c'est normal. En tout cas, c'est représentatif de certains types de psychologie qui sont assez largement répandus chez les opérateurs de marché débutants. On va dire que c'est des biais de débutants, des biais tendanciels, souvent qu'on appelle contrariens. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous n'êtes jamais en accord parce que ça paraît trop excentrique. Bon, il faut faire très attention là-dessus et j'ai une série de vidéos qui arrivent sur YouTube qui vont traiter ça assez prochainement. Mais donc, faire bien attention à ces biais de contrariens. C'est-à-dire, maintenant que ça rebondit et que c'était ce que vous vouliez à la base, il ne va pas falloir commencer à passer vendeur. Donc, on va essayer encore une fois de rationaliser tout ça de manière assez légitime. Par rappel, je ne suis pas non plus capable de prédire le futur, mais par contre, je regarde toujours les mêmes outils et comme je vous dis, ce qui compte en trading, c'est pas nécessairement de chercher à avoir tort ou avoir raison, mais par contre d'utiliser la même méthodologie d'application. La stratégie, je vous donne souvent cet exemple, l'erreur number one que font la plupart des gens quand ils essaient de se confronter au marché, c'est de considérer ça comme une expérience, sauf qu'ils changent les règles de l'expérience toutes les 3 semaines. Soit parce qu'on change d'indicateur parce que celui-là a l'air moins bien, ou celui-là a l'air mieux que celui que j'avais avant, du coup je vais utiliser celui-là maintenant. Je veux dire, essayez d'avoir une démarche scientifique. Si un scientifique veut vouloir prouver l'action de telle ou telle chose sur tel ou tel élément chimique ou peu importe, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude scientifique dans laquelle on va faire du double aveugle, etc. Mais on met en place un protocole d'expérimentation et on ne change pas le protocole en cours d'expérimentation, sinon les résultats statistiques qu'on obtient à la fin n'ont aucune légitimité. Eh bien, dites-vous qu'en trading, c'est un peu la même chose. Si vous changez constamment la stratégie, que ce soit des tout petits changements ou des changements radicaux tous les 6 mois parce que vous en avez marre de ne pas réussir,
Il faut bien comprendre que c'est ça qui fait que vous réussissez pas. Le fait de changer constamment de stratégie. Il faut absolument pas faire ça. Aucun scientifique digne de ce nom utilisant des statistiques, et c'est ce qu'on fait dans le trading, d'utiliser des statistiques pour gérer le risque, comprenez bien qu'il n'y a pas d'effet statistique si on change l'équation tous les matins. Voilà. Donc là, faire attention, et bien donc de pas chercher la perfection, pas chercher à avoir raison, pas chercher le meilleur outil, le meilleur indicateur d'achat, vente, etc., mais bien de fournir un raisonnement constant, et de préférence de la meilleure qualité possible, en évitant les formations des pseudo-traders de YouTube qui, en soi, n'ont aucune expérience dans le métier. Mais voilà, bon, ça c'est un autre sujet de discussion, on va pas rentrer là-dedans, c'est un puits sans fond. Donc bref, ça rebondit, ça se voit, comme on l'a dit, on vient tester les premiers niveaux de résistance. À mon sens, les résistances se trouvent plus haut, elles se trouvent plutôt dans la partie haute du range sur le crypto total, donc il y a encore de la marge. Cette marge, comme on l'a dit dans les émissions précédentes purement techniques, à mon avis, se situe plutôt aujourd'hui sur les altcoins, c'est-à-dire que les regards sont plutôt portés sur la dominance, qui pour l'instant nous envoie des signaux plutôt mitigés. On a une dominance qui vient chercher un niveau de résistance. Attention, j'ai vu tout le monde dire ça y est, la dominance a cassé, donc direction 53. Va falloir casser le canal de tendance quand même. Donc pour l'instant, on n'a rien cassé du tout. Et la question à se poser, c'est de dire, est-ce que cette zone va être résistante? Pour ma part, j'ai souvent tendance à essayer de dire, si j'ai une trendline ici de momentum, d'où elle vient et à quoi elle pourrait correspondre. Là, ici, en l'occurrence, soit c'est que l'indicateur ne se place pas correctement, et il aurait dû mettre cette trendline ici, soit j'aurais plutôt tendance à dire, bon, c'est la dominance, c'est très difficile à positionner comme bordel, mais si je regarde les clôtures de chandelier, je me dirais qu'effectivement, là, je trouve quelque chose qui correspond. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, pour l'instant, je ne considérerais pas cette zone-là comme nécessairement cassée. Pour plusieurs raisons. D'une part, je ne vois pas de cassure de cycle notée par l'indicateur. J'ai surtout l'impression qu'on termine le dernier cycle haussier, qui est le troisième. 1, 2, 3, comme ça. Donc, 3 cycles consolidants, aux trendlines qui ont plutôt l'air convergentes. Bon, je ne suis pas super chaud pour jouer le mouvement haussier. Maintenant, je ne vais pas chercher à m'opposer, mais clairement surveiller les comportements de dominance, et particulièrement avec beaucoup d'attention dans les 24 à 48 prochaines heures. Voir si les altcoins embrayent. Je pense clairement l'idée par Ethereum, ou si tout simplement c'est le flop, Bitcoin bloque sous sa résistance, les altcoins attendent le franchissement de résistance de Bitcoin pour faire quoi que ce soit, et dans ce cas-là, évidemment, on risque d'avoir une dominance assez volatile, dans le sens où, attention, Ethereum et tout ça, ils ont clairement de la place, ce qui fait que si ce potentiel se libère, à mon avis, la dominance va se prendre une belle carotte, mais par contre, anticiper la libération de ce potentiel me semble être la plus grosse des conneries à faire. Donc, bien comprendre que d'un point de vue effectif, là maintenant, il n'y a rien à faire, si ce n'est de la spéculation par anticipation, et à mon avis, ça me semble assez compliqué dans le merdier psychologique dans lequel on se situe. Parce qu'on y est toujours sous l'influence de ces patterns de Wyckoff. Donc bien comprendre que la psychologie est très impactante dans les mouvements de marché ces derniers temps, et oui, on a flushé les vendeurs, on leur a mis une bonne mandale, et il n'est pas maintenant temps de passer dans le sens inverse, mais bien de se dire, les résistances se trouvent probablement plus haut sur les altcoins. Si vous avez acheté uniquement le Bitcoin, la résistance, on y est, mais cette résistance, est-ce qu'elle fournit le moindre signal qui vous donne quelconque information comme quoi il va falloir sortir, etc. Non, pour moi, les résistances sur Bitcoin se trouvent un petit peu plus haut, et je pense clairement qu'on va s'installer dans la dumb zone, c'est-à-dire cette zone-là. La zone d'hésitation et la zone de neutralité. Ce qui va se passer ici, franchement, j'en sais rien, mais je pense que c'est ici, et proche de cette zone, que Wyckoff aura tout le loisir de se produire. C'est-à-dire, ici, soit on aura ce qu'on appelle une pattern de redistribution, c'est-à-dire qu'on va trouver un cluster vendeur et on va repartir direction le support. Et alors là, j'aime autant vous dire qu'il vaudra mieux pas être trop acheteur, parce que cette fois, le support, on le cassera. Mais bon, moi, je préfère toujours rester positif et regarder à ce niveau-là le fait qu'on a toujours une déstructuration assez forte du marché entre supply et demande. Et surtout le fait qu'ici, on s'est épuisé par manque de supply dans une tendance haussière. Donc, on s'est pété la gueule aussi fort qu'on a pu, il n'y a plus personne qui vend, plus personne qui fait quoi que ce soit, on a du volume qui revient à l'achat, je ne comprends pas, encore une fois, les mécanismes vendeurs. Oui, on pourrait très bien avoir une pattern de redistribution ici, c'est-à-dire on remonte là, et puis de la sortie de ce range vient un gros flux baissier. Bon, ça reste possible. Il faut quand même se dire que normalement, un marché qui est demandé et dont le supply est limité,
les prix, c'est normalement supposé monter. Donc, garder ces biais de tendance haussière me semble être le schéma à mettre en place sur Bitcoin. Il faut noter aussi une autre chose, c'est que sur Bitcoin, sur le time frame inférieur ici, la troisième borne se situe très très loin. Elle était là-haut. Elle était à 58 000 $. Donc, il faut bien comprendre que Bitcoin ne réamorcera pas sa tendance de fond hebdomadaire, mensuelle, tant qu'on n'aura pas recassé la troisième borne 4 heures. Un rappel, quand on casse une troisième borne et qu'il y a une tendance 2 UT au-dessus, normalement on est supposé appliquer les patterns de suivi de tendance. De même, voilà. Donc moi à ce stade-là, je pense que Bitcoin reste pour l'instant relativement neutre, donc je ne m'attends pas à une reprise fulgurante du Bitcoin dans les prochaines semaines, mais qu'on se le dise, je ne m'attends pas du tout à ce que Bitcoin reste non plus hyper longtemps dans ce range. Je m'attends par contre à ce qu'on travaille un petit peu à l'intérieur de cette zone-là. De quelle façon, franchement, j'en sais rien. Soit on broute sur la zone ici, qui me semble être quand même assez fortement résistante, soit on va chercher le haut de la zone. Et dans ce cas-là, ici, pareil, une forme de gestion du risque. Mais c'est de dire, moi, à l'intérieur de la dump zone, je réfléchis pas trop. En plus de ça, on sort, ou en tout cas, on est dans la partie haute de structures très compatibles avec la psychologie Wyckoff. Donc, ici, commencez à me sortir tous vos histoires de « attention, on a une projection de trendline ici », ça me fait peur, franchement. Voilà, ce sont des patterns majoritairement dus à la psychologie. J'ai l'impression que les réactions de marché ici vont majoritairement dépendre de la réaction des retail. La demande, qu'elle soit institutionnelle ou retail, me semble être à l'achat quoi qu'il arrive. Donc je tergiverserai moins sur des stratégies acheteuses, mais attention aux stratégies vendeuses qui reviennent à dire attention, maintenant on est dans le haut de range, c'est suracheté, ça veut dire que ça va shorter. Oui, enfin... C'est possible, mais à ce stade-là, moi, je shortais des trucs comme ça. J'ai vu des trucs un peu folkloriques partout. Là, c'est juste faire attention. Tout comme je vous disais, à pas flancher la psychologie quand on était sur les supports. Il me semble que maintenant qu'on revient taper les résistances et que le range est quand même hyper méga mature, oui, ça peut conditionner des patterns de redistribution, de Wyckoff, de ceci, cela. Mais à force de chercher à avoir raison, vous allez faire n'importe quoi. Je veux dire, là, objectivement parlant, il vaut mieux, après avoir subi le risque, se dire que oui, si ça retombe, il vaudra s'inquiéter, ça c'est clair, mais en attendant, au pire, on déclenchera des stop-loss s'il y a rupture du support. Pourquoi chercher à dire, maintenant que le marché monte, il va forcément repartir dans l'autre sens, baisser, puis casser des stop-loss? Moi, ça me paraît, encore une fois, parier sur des statistiques complètement improbables, en se disant, je ne sais pas comment j'arrive à me convaincre que c'est ça le plus probable, mais du coup, j'ai peur de perdre des gains, donc j'encaisse mes bénéfices. Et alors là, merde, vous avez acheté un support hebdomadaire et vous êtes en train de faire quoi? De vendre un canal de tendance daily. Enfin, pour moi, je ne comprends pas. La gestion du risque, elle est supposée se faire dans cette zone-là, et pas avant. Ici, c'est une gestion du risque en validation, et de dire, elle ne fait même pas la taille des stop-loss que vous auriez normalement financés. Donc, je trouve ça con d'encaisser des bénéfices sur ces zones-là. Je pense qu'après avoir subi le risque, oui, votre psychologie se détend, et certains, avec des biais contrariens, s'imaginent tout de suite que maintenant le rebond est trop rapide, donc il faut se mettre en opposition. Enfin, bref, la connerie n'a pas de limite. Mais soyez rationnels. Ces éléments-là peuvent être dus à des pressions psychologiques, des fausses perceptions du risque, mais est-ce que, rationnellement parlant, ici, il y a une raison de s'inquiéter? Moi, je pense toujours que non. Donc, le range est mature, sur l'UT inférieur, la troisième borne se situe ici. Est-ce qu'on va constituer ici une borne supplémentaire? Ça me paraît, encore une fois, assez peu probable. Parce que les niveaux de retracement sont littéralement inexistants. On n'a même pas retracé 38% du mouvement baissier, qui a déjà des bears qui crient partout. Donc ça me paraît un peu excessif. Et par contre, regardez bien les altcoins, c'est là, à mon avis, que se passe la mécanique. La mécanique ici, et on en a parlé, l'essentiel ici, c'est de voir la mise à jour des contextes qu'on va avoir à la clôture mensuelle qui arrive plus vite qu'on ne le pense, mais bien ici de dire, il est logique qu'à court terme, les altcoins restent un peu sous pression, alors que Bitcoin travaille ses premiers niveaux de résistance, et qu'on se le dise. Moi, perso, je ne vois pas la moindre raison de vendre Bitcoin ici. Les zones de prix me semblent être attractives un petit peu plus haut, ce qui veut dire que Bitcoin devrait normalement franchir, au moins à court terme, ces niveaux de résistance. Probablement pour tenter d'essayer d'y constituer un support, la fameuse sign of strength des patterns de Wyckoff, qui normalement se constitue dans la partie haute du range, c'est-à-dire on est supposé déborder le range et constituer le fameux sign of strength ici, qui est donc un range de court terme dont normalement on est supposé sortir par le haut pour terminer la pattern. Donc
moi, perso, je pense qu'il y a encore un peu de place et que surtout Bitcoin va probablement plafonner sans pour autant retourner. Mais comme on l'a dit, ça ne veut pas dire que tout va être haussier. Mais il me semble qu'un range d'hésitation qui sera là pour gérer le risque, soit de la validation de la pattern de Wyckoff et en sortie haussière, la réamorçage de la tendance haussière, soit comme on le disait, la sortie baissière qui pourra conditionner dans ce cas-là la reprise d'une pattern de distribution et dans ce cas-là retour au bear market. Et dans ce cas-là, il faut bien comprendre que ces deux risques-là, pour l'instant, sont équipotentiels. Donc, arriver à parier là-dessus en mode « je sais ce qui va se passer, je vais avoir raison », moi je suis navré, soyons rationnels, il me semble que c'est assez peu probable. Donc, comme ici, il n'y a pas d'orientation du risque magistral, on vient d'un support, donc moi je targeterai quand même un petit peu plus de probabilité de sortie haussière, mais il va falloir gérer le risque de la pattern de distribution, de redistribution. Et dans ce cas-là, il me semble légitime qu'un petit range se forme dans la zone, mais légèrement au-dessus. Normalement, le sign of strength est supposé se constituer au-dessus de la résistance de la pattern d'accumulation. Donc, je pense qu'il y a une légère poursuite haussière. J'ai toujours pas la moindre alerte vendeuse sur Bitcoin qui m'invite à penser qu'une légère poursuite haussière est tout à fait probable. Maintenant, est-ce que je mettrai à acheter Bitcoin maintenant ici pour jouer les poursuites haussières? Non, raison pour laquelle je surveille surtout les arbitrages versus les altcoins. Et notamment donc Ethereum Bitcoin, qui lui aussi a son méga range giga mature et sur la zone de support. Et si ça rebondit, il y a des breakouts à réaliser. Sans aucun problème. C'est-à-dire que Ethereum, s'il vient à casser cette zone-là et à casser ici la 5e borne du range, il va falloir faire attention à ce qu'il ne bloque pas sur la 3e, mais normalement ici, on aura reprise du flux acheteur sur ETH BTC. Donc, oui, c'est ça qu'il faut regarder pour l'instant. Regardez le comportement et les signaux techniques de l'Ethereum sur sa première zone de blocage, qui à mon sens sont littéralement inexistants, tout comme le sont les signaux sur Bitcoin. Là, j'en ai vu certains me signaler le surachat sur Ethereum. Les gars, on est sur un contexte de support, d'accord? C'est-à-dire qu'on est suracheté sur un support. Là, mis à part le fait que vous anticipiez la cassure de ce support, je ne vois pas du tout en quoi ce type de signal peut avoir la moindre importance. Et puis normalement, les signaux de couleur, donc de type tendance, on ne les trade qu'au niveau du canal de tendance. Ce qui veut dire que pour moi, la première résistance théoriquement potentielle de l'Ethereum, c'est 2008. Et on est quand même là, à l'heure actuelle, près de 500 $ en dessous de ça. Et puis surtout, cette résistance, à l'heure actuelle, se trouve sous le 50% de contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance dans ces zones-là. Bon, on l'a vu, probablement au courant du mois prochain, ce contexte devrait se recaler un petit peu plus bas. Ce qui m'invite à penser que oui, Ethereum risque de trouver des résistances dans les zones qui sont équivalentes à la pattern de sign of strength du Bitcoin, c'est-à-dire revenir chercher la résistance majeure ici et hésiter sur cette zone-là. Hésiter avant, tout comme Bitcoin, une reprise haussière ou une reprise baissière en pattern de redistribution. J'ai pas la réponse, mais je pense sérieusement pas que la résistance pour Ethereum se trouve là. Donc, surveiller les réactions de prix, mais de dire, pour moi, sur cette zone-là, je vois pas la moindre chance qu'Ethereum bloque. Par contre, prédire le moment où ça va réussir à passer à travers, est-ce que ça va se faire avant la clôture mensuelle ou est-ce qu'on va l'attendre? J'ai pas encore la réponse, mais je sais que c'est ça qu'il faut regarder. Donc, quitte à regarder quelque chose, évitez de regarder Bitcoin, puisque là, maintenant que Bitcoin sort potentiellement, ou en tout cas revient dans les parties où vous devriez vous détendre la psychologie si vous aviez un biais acheteur là-dedans, c'est pas le moment de passer vendeur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder la sous-performance relative, en tout cas à court terme, des altcoins, qui sont pour certains, et notamment Ethereum, sur des supports en termes d'arbitrage versus Bitcoin. Donc, est-ce que les investisseurs vont commencer à dire « bon, Bitcoin, c'est boule, en tout cas ça semble boule, il est temps de s'attaquer à prendre un peu de risque sur des actifs type altcoin ». Le premier en ligne, ce sera clairement Ethereum. Est-ce que, en gros, on va avoir cet effet de ruissellement vers des actifs un petit peu plus risqués? Moi, c'est le pari que je fais, mais par contre, j'ai toujours pas de signaux qui me permettent de le faire. Le timing sur Ethereum Bitcoin me paraît clairement intéressant, mais il me semble qu'il pourrait tout à fait attendre le trimestre prochain. Le mois prochain. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est prudence, observation, etc., etc. Le range est mature, donc clairement, je ne donne pas la moindre intérêt ici aux lignes de tendance, etc. C'est juste de dire, c'est clairement hyper mature. Ici, on est proche d'un rebond, et ce que je note, c'est que les
prix pour l'instant, enfin le momentum est pour l'instant contrôlé par les acheteurs, ce qui me semble donc assez probable de voir les prix tôt ou tard repartir dans la zone de surachat avec des probabilités de breakout. Attention, comme je vous l'ai dit, à cette zone de troisième. À mon avis, ici, il faudra très rapidement commencer à gérer le risque des achats et en arbitrage Ethereum Bitcoin. Et ça, à mon sens, je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui correspondrait très probablement avec un réalignement des prix de l'Ethereum par rapport aux mêmes zones techniques que Bitcoin, c'est-à-dire revenir chercher le haut de range et puis gérer le risque par là-bas. Donc je pense clairement qu'en première intention, Ethereum Bitcoin, ça risque de relâcher un peu la pression dans cette zone-là et peut-être dans un second temps de réamorcer la tendance haussière, c'est-à-dire de favoriser les altcoins par rapport à Bitcoin et le réamorçage potentiel d'une alt season. Ça ne se fera évidemment qu'en cas de baisse de la dominance. Ça, c'est évidemment... ces deux-là sont intimement liés, mais c'est ça qu'il faut surveiller dans les prochains jours et dès le début du mois prochain si on n'a pas de réamorçage avant la clôture mensuelle. Ok ? Et en attendant, ça des graphiques daily, donc regardez une fois par jour et n'analysez pas la bougie en cours. En tient pour responsable, par exemple, le message de la dernière fois où je vous ai dit faites gaffe à cette bougie-là qui était magistrale l'autre jour et vous voyez que la clôture au final s'est faite de manière un petit peu moins brillante. Donc, on reprend derrière ces zones de prix depuis 2 jours, mais encore une fois, attention aux clôtures de chandelier. Je vois beaucoup de gens qui les interprètent à tort alors qu'elles sont en cours. Donc regardez les bougies clôturées. Oui, la bougie d'hier est clairement très jolie. Et question de quelle va être la bougie aujourd'hui. Perso, je ne me pose pas cette question en temps réel, mais je suis curieux de voir ce que ça donnera demain matin quand je me réveille. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Et comme je vous l'avais dit, petit bémol, je vais enregistrer beaucoup moins d'émissions dans les semaines qui viennent, puisque moi je suis plutôt un haussien. Donc je vais avoir des vacances, je vais avoir moins de disponibilité. Donc essayez de travailler un petit peu plus sur votre autonomie. J'essaierai d'être là autant que faire se peut et de vous aider à naviguer ces trucs-là. Mais pour la partie en tout cas psychologie, je pense qu'on est probablement sur la dernière. Maintenant, j'en ai pas la certitude. Mais pour l'instant, donc, traiter ce dernier cas de figure de potentielle mauvaise gestion psychologique, dû ici à des biais assez particuliers, qui sont les biais contrariens, de gens qui, très franchement, s'inquiètent dès que le marché décale rapidement et se mettent légitimement, trouvent des raisons légitimes de se mettre en face. Il faut faire attention. Oui, ça rebondit vite, mais on s'en fout. Voilà. Essayez de raisonner toujours dans quel contexte ce déplacement de prix se met-il en place et est-ce que ça fait du sens ? Ici, pour ma part, le déplacement est certes rapide et on passe assez rapidement du contexte de support vers les premiers niveaux théoriques de résistance, mais ces niveaux, à mon sens, se situent encore légèrement plus haut. Donc vous ne mettez pas en face n'importe comment. Bye bye.